Ouais, ça super. Ouais, le sujet c'est un peu le problème de non, c'est le truc, c'est qu'effectivement, moi j'ai plein de trucs sur notre exception culturelle française d'avoir une salle de campus. Donc ça, j'ai trouvé. J'ai que 2 lacs. Il faut trouver l'intervenant. Tu vas lire une des 2 livres de Valérie Vérobert sur le viol à la France. Ça commence à être super intéressant. Et après, je l'ai il est au début, je me disais, je vais vous donner une fiche de lecture. Le débat qui était. En fait, il y a des chapitres où je suis presque tout. Ouais, au départ, on s'est regardé pour faire. D'ailleurs, t'as mis ta vidéo à la fin? Alors là, je ne l'ai pas mise, mais je peux envoyer un truc après. Il y a pas de souci. Ce soir, on va envoyer de la lecture pour les gens. Pour ceux qui ont pu ou pas assister. Il faudra me dire quel type de lecture, parce que du coup, c'est un peu la que j'ai jamais fait. Ouais, j'ai fait un petit truc à organiser durant toute la semaine. Du coup, oui, c'était quel type de lecture? Parce que là, c'est quand même des gens qui ça va être un peu sociologique. Du coup, il y a de la biblio, mais qui est vraiment un peu socio. Donc, un peu, voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il faut juste m'orienter. Moi, je trouve plus concret ou plus de super vulgarisation. Enfin, voilà, et tout ça. Voilà. Peut-être on en discutera un peu pour savoir ce qui vous intéresse. Il y a un peu de perspective. Et puis, mais parce que là, on va être un peu casse-pied, c'est qu'en fait, on l'envoie ce soir. Est-ce que du coup, tu as. Non, mais c'est possible pour toi ou pas? On va voir, ça dépend de ce que vous. Non, après, tu vois, après, il faut que si tu as des trucs, toi. Donc, on avait 2 mecs. Oui, ça fait quand même. C'est ce qu'on a le programme. Ouais, ça. Et à la fin, il y a un foin. Ah, bah, ça, c'est le truc que tu nous parlais. Ouais. Et c'était vraiment là, on a essayé pas mal d'autres choses. Alors, on a parlé de qui peuvent être très générales et puis plus précises sur, on a essayé de. On a rarement médiation, donc sur les questions éducatives, je sais pas quoi, sur les questions d'âge. Je passe sur MC, donc j'ai pas beaucoup. Oui, mais ici ça va, mais là-bas, quand même, dans les délégations, nous allons se monter sur différentes débats. On a des budgets des délégations. Il y a aussi pas mal de choses pour utiliser un peu, voilà. T'as mangé? Ouais. Ah bah oui, on va dire que je vais pas dormir cet après. Je suis pas en train de dire ça. Non, mais vraiment, je suis en train de dire ça. Je suis en train de me dire pour faire le café. Ça, c'est une idée. Ah ouais. Voilà, il y a la même. Donc, soit on trouve là-dedans, soit on cherche des choses. Et là-dedans, on fait des choses. Ça peut aider. Et l'alcool aussi. Oui, moi. La bière de Normandie. C'est quoi le catalogue? Vas-y, je vais te dire. Ouais, non, mais c'est quoi? Moi, j'avoue que c'est assez facile. Ça va être pain avec l'œil. On envoie assez régulièrement sa vidéo sur l'écriture. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps, vidéo d'une actrice. Ça sent pas assez. Je fais un petit humoristique sur la communication. Voilà, ça passe assez bien parce que c'est quelques minutes, pas du tout trop long, voilà, et puis en même temps, ça déflate quand même, ça pose. Et là, je dirais que ça pose à l'ouverture, je trouve assez simple sur la question de je vais pas rentrer un peu plus dans le détail de tout ça, mais qui est quand même assez synthétique et je trouve un peu comme moi j'ai comme ça, je me suis décapée que c'était bien. Ouais, ça va être pas bien. Non, mais tu peux le dire. Non. Ah, je descends. J'ai droit à l'image. Magda, t'as aussi, c'est aujourd'hui?
On va me raccompagner. Signer la charte. Incroyable ça. Oh là là. Ah oui, j'avoue, ça Oui, il apparaît pas sur l'invitation. marche pas. Tu allé ou pas tout à l'heure? C'est pas grave, sur l'invitation, moi je me l'ai envoyé, le lien, ça m'étonne pas. Je me rappelle tu me peux demander pour la boîte. Il y a une grosse soirée de gala. Son point de vue sur l'HR, non, lui était sa question. Mais je pense aussi c'est normal parce qu'elle est plus jeune en fait. Elle était à notre place il y a moins de temps. À partir du moment où c'est intéressant et enrichissant, je sais pas si parce que à mon avis, on n'a pas beaucoup tiré je pense qu'elle fait partie des quelques personnes qui m'a servi d'avoir la On va commencer, ouais. Ah bah d'accord, bah non mais c'est souvent. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, 3e jour de la Learning Week. Et aujourd'hui, on va aborder un thème cher à ACF, qui est la question du genre. Et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Armelle, qui vient de F3E et qui va du coup qui est une experte en genre et qui va pouvoir nous brosser un peu tous les fondamentaux sur le genre. Voilà, je laisse la parole. Merci en tous les cas. Ça pose les choses. Merci à vous toutes et tous d'être là et merci de m'avoir conviée. Donc effectivement, je vais vous parler du genre. Et d'abord, je vais commencer par me présenter qui je suis et d'où je parle. Il paraît que tu as des choses. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Non, on est super bien, moi j'aime bien cette chaleur. Moi, j'ai vraiment pas dit. Elle est venue se plaindre Ouais, que ça qu'il était trop Non, chaud. je l'avais pas vu. Donc, qui je suis et d'où je viens, je m'appelle Armelle Barré, je suis référente genre au F3E et responsable du programme genre. Il y a eu un premier
le programme genre qui s'est déroulé entre 2016 et 2018, qui a été porté par le F3E et Coordination Sud. Et notamment dans ce programme, il y avait des communautés de pratique sur les questions de genre qui ont donné lieu à une capitalisation collective et à des fiches qui sont réunies dans cet ouvrage. J'en ai apporté quelques-uns et sinon vous pourrez en trouver sur le site du F3E. Et puis là, on est en train de déposer un nouveau programme de 3 ans sur les questions de genre à nouveau. Je veux aussi vous dire que je suis en train de finaliser mon diplôme d'études sur le genre. C'est un diplôme interuniversitaire entre l'université de Bretagne occidentale et Rennes 2. Du coup, c'est la raison pour laquelle là je vais vous parler de façon un peu sociologique, je vais vous donner plein de concepts, etc. Si c'est pas très compréhensible, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à me demander des précisions. Et puis, un élément supplémentaire, je fais des interventions également à la PAC, à l'Université Paris-Est Créteil, dans les masters humanitaires et développement, depuis 2 ans. Et puis le F3E, donc le F3E, c'est un réseau d'ONG de collectivités territoriales qui a été créé il y a 25 ans à peu près. Enfin non, pas à peu près, il y a 25 ans. En fait, il y a des ONG qui, face aux injonctions du ministère des Affaires étrangères, se sont saisies des questions évaluatives pour ne pas en faire uniquement un élément de redevabilité, mais vraiment un élément d'apprentissage. Et du coup, un fonds a été créé, qui était financé au départ par le ministère des Affaires étrangères, maintenant par l'Agence française de développement, qui permet de financer des études pour des ONG et des collectivités. Depuis, certaines collectivités ont adhéré au réseau. Et donc au départ, c'était essentiellement des évaluations ou des études transversales, des études préalables. Et puis ensuite, il y a toute une palette d'études qui s'est diversifiée, notamment de la capitalisation des expériences, des études d'impact, etc. Enfin, on a élargi la palette. Et donc c'est vraiment un réseau qui est dédié à l'apprentissage et à l'amélioration des pratiques. Et on considère au F3E que les approches méthodologiques sont vraiment stratégiques et porteuses de sens, parce que globalement, une méthodologie porte en tant que méthodologie une position, un discours dans la société dans laquelle on se situe. Caricature, le Fordisme, ça porte un projet politique aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on défend l'évaluation transformative, les approches orientées changement, la capitalisation des expériences et l'approche genre, évidemment. Et ACF est membre du bureau du F3E, vous ne le saviez peut-être pas, mais en fait, voilà, vous faites partie de ma gouvernance. Et en la personne d'Émeric Fuseau, qui est trésorier du F3E depuis 2 ans, je crois. Alors le gender mainstreaming, vous le saviez mieux que moi, à ACF, donc, comme ça a été rappelé, le genre est une thématique importante, qui est prioritaire. Et en gros, moi ce que j'ai pu voir, c'est que vous avez une politique en matière de genre et une boîte à outils genre qui date de 2014, que vous avez des standards minimums sur le genre qui datent de 2017, qu'il y a eu une sensibilisation sur le harcèlement et le comportement inapproprié au travail il y a quelques temps, si je ne me trompe pas. Il y a eu une sensibilisation aussi la semaine dernière pour certaines personnes. Donc en gros, clairement, les questions de genre sont investies par ACF, c'est sûr. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans votre politique en matière de genre, et page 8 et 9, j'ai vu qu'il y avait une approche à double entrée, avec une intégration de la politique genre dans tous les départements, ainsi que dans tous les programmes, projets et stratégies d'ACF, de la planification à la mise en œuvre jusqu'à l'évaluation. C'est assez large, c'est vraiment une politique de mainstreaming. Et puis des actions ciblées également, donc je cite, il s'agit de mettre en place des interventions répondant aux faiblesses ou aux besoins spécifiques des groupes les plus vulnérables, tels que les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, filles ou garçons de moins de 5 ans, les femmes et hommes âgés, les hommes chefs de famille célibataires ayant des enfants à charge, etc. Et du coup, là, donc ce que je vois, c'est à la fois du mainstreaming et des actions ciblées. Je vois qu'il y a des gens qui notent, n'hésitez pas, je vais donner, enfin, elle a été envoyée, elle pourra être diffusée, il n'y a pas de souci la présentation. Donc voilà, si ça vous aide, notez, mais sinon, pas de souci. Et donc le mainstreaming, il y a eu pas mal, ça a été assez étudié. Et globalement, ce
ce qu'on voit, c'est que dans le mainstreaming, il y a une extension sectorielle, donc c'est bien ce qui est dit là, c'est dans toutes les actions, dans tous les départements, dans tous les programmes, et puis une extension séquentielle dans toutes les phases. C'est la planification, la mise en œuvre, l'évaluation, etc. Du coup, ça fait qu'il y a de nombreux acteurs et de nombreuses actrices qui sont en charge de mettre en œuvre cette politique genre. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut à la fois des nouvelles connaissances, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre des choses si on n'est pas formé dessus, des attitudes favorables à l'égalité, parce qu'effectivement, si de base on est convaincu que les femmes sont moins bien que les hommes, et en fait, c'est un peu un problème pour mettre en œuvre des politiques d'égalité. Et puis, la modification de routine professionnelle. Donc, il y a des études qui ont été faites pour amener à ça. Donc, évidemment, sur la modification des routines professionnelles, je ne risque pas de vous aider. Sur les attitudes favorables à l'égalité, je ne peux pas non plus vous convaincre comme ça si vous n'êtes pas déjà un minimum convaincu. Par contre, sur les nouvelles connaissances, donc certes, vous avez certainement eu déjà des sensibilisations, mais là, l'idée, c'est de revenir sur quelques fondamentaux. Donc, le genre, c'est une théorie visant à transformer les petits garçons en petites filles et les petites filles en petits garçons. Ok, merci les petits rires parce que j'ai eu peur, je me suis dit, oh. Voilà. Donc non, hein, évidemment, voilà. Et donc le genre, c'est plutôt un concept sociologique dont découle une approche. Et pour ça, je vous propose de regarder une vidéo, si c'est possible, qui dure 4 minutes, du Centre Hubertine-Auclair. Le Centre Hubertine-Auclair, c'est un centre de documentation et d'information sur l'égalité entre les femmes et les hommes francilien, et puis qui héberge également l'Observatoire des violences faites aux femmes en Ile-de-France, et qui a fait un petit film sur c'est quoi le genre. Si ça marche, sinon... C'est peut-être le son de la télé. Vous n'entendez pas dire. D'accord, parce que le son vient de là. Ouais, il ne tire pas sur on peut pas directement sur le... Je l'ai arrêté. Ah oui. Non, ça sort toujours. Non, ça c'était pas connecté. Il y a le truc. Il y a les sous-titres en même temps, ça. Désolée, en fait, si on met le son, on entend le son de la table, c'est très désagréable. Mais il y a des sous-titres sur la vidéo.
en voit plus tard. Ouais, sinon, enfin, comme... On leur veut. Ouais, parce que ça bug un peu. Bon, bah, pas de vidéo, tant pis, vous êtes fini. On vous l'enverra ce soir. Pour le learning time. Bon, du coup, je pense qu'il y a encore un autre. Je m'entends, on écoute. Allez, on va reprendre. Du coup, après cette petite introduction que vous n'avez pas eue jusqu'au bout, mais tant pis, que vous aurez ce soir, je vais vous parler du genre en tant que concept sociologique et ensuite de la perspective de genre. Et donc le genre en tant que concept sociologique. Donc d'abord, est-ce que vous avez des questions sur l'introduction, des questions de compréhension? Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois, on prendra des questions de compréhension et puis à la fin, on débattra. Donc le genre en tant que concept sociologique, donc on ne parle pas des différences biologiques entre les sexes, évidemment, on parle des rapports sociaux de sexe. Et donc on dit que le genre est un concept sociologique qui permet de penser la construction sociale des différences entre le masculin et le féminin, et c'est vraiment important dans une société déterminée à un moment donné. C'est Anne Oakley là, qui en 1972 a posé cette différence entre le sexe et le genre. C'est une sociologue américaine. En France, on parle plutôt à l'époque de rapports sociaux de sexe parce que le terme de genre est pas très bien compris, un peu repoussoir. Et donc cette construction sociale, c'est vraiment le résultat d'un apprentissage tout au long de la vie. On apprend des rôles, des caractéristiques, des attributs, des représentations qui sont octroyées à chaque sexe. Et à savoir que les enfants intègrent ces stéréotypes et ces attributs, rôles, etc. à partir de 18 mois. À partir de 18 mois, il y a des études qui montrent que les enfants ont déjà intégré les stéréotypes de genre. Et il y a des invariants culturels. C'est que ces invariants culturels, c'est la différenciation. D'une part, il y a les hommes, d'autre part, il y a les femmes, d'une part, il y a le masculin, d'autre part, il y a le masculin, d'une part, il y a le masculin, d'autre part, il y a le masculin, avec séparation donc des espaces et des tâches. Et surtout, il y a une péjoration du féminin. Ça, c'est un invariant culturel, avec une valorisation du masculin. Typiquement, dans les sociétés occidentales, le fait d'être actif est plutôt valorisé, et c'est traditionnellement ici associé aux hommes. Le fait d'être passif est moins valorisé, c'est plutôt associé aux femmes. Or, dans d'autres sociétés, notamment des sociétés orientales bouddhistes, la passivité est plutôt valorisée et sera à ce moment-là plutôt associée aux hommes. Du coup, c'est pas une question de l'objet, enfin soit le trait de caractère valorisé ou pas, c'est le fait que ce soit associé aux hommes qui est valorisant. Et le fait que ce soit associé aux femmes qui est genre. On peut voir aussi l'exemple des instituteurs-institutrices. Au XIXe siècle, on parle du hussard nord de la République, c'est hyper valorisé. L'instituteur, c'est un notable, celui qui sait, qui apporte la lumière dans les campagnes, partout. Et c'était donc très valorisé et très très majoritairement masculin. Et puis aujourd'hui, les institutrices, parce que majoritairement ce sont des institutrices, ne bénéficient pas de cette reconnaissance sociale. Au contraire, c'est un métier qui est un peu dévalorisé, pas très socialement, c'est pas la panacée. Et c'est très majoritairement féminin. Alors la question se pose de savoir est-ce que c'est péjoré parce que c'est féminin ou est-ce que c'est féminin parce que c'est péjoré. Et ça, c'est en fait un truc qui s'entretient, un cercle vicieux, mais en tout cas, le constat se pose. Et c'est un constat qu'avait posé notamment Françoise Héritier, qui était une anthropologue française. Elle appelle ça la balance différentielle des sexes. La citation, c'est elle dit partout, de tout temps et en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin. Donc voilà, c'est aussi un constat. Et du coup, ces différences sociales, on voit que
Il y a la sphère reproductive qui est associée aux femmes. Et donc, c'est la sphère du privé. Les femmes sont plutôt associées aux tâches domestiques, à l'éducation des enfants, à l'entretien du mari ou d'autres personnes de la famille, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades, etc. L'objectif de cet espace reproductif, c'est de libérer le temps et les préoccupations des hommes qui se consacrent, eux, à la production. C'est un espace qui est non rémunéré, qui n'est pas reconnu par l'État, notamment ça n'entre pas dans les comptes publics de l'État. Les comptes publics. C'est pas forcément reconnu non plus par la famille, par la société de façon générale, c'est assez dévalorisé. Et c'est un travail invisible et invisibilisant, dans le sens où les personnes qui effectuent ce travail ne sont pas reconnues pour le faire, et ni elles, ni le produit de leur travail. De l'autre côté, on a la sphère productive, qui est plutôt associée aux hommes, et qui concerne un travail rémunéré. Il y a aussi le stéréotype de l'homme pourvoyeur, qui va vraiment apporter financièrement, soutenir financièrement sa famille. Et l'objectif principal de cet espace, c'est de produire. C'est un espace économique, politique, reconnu, valorisé et visible. Et donc, de cette séparation entre la sphère reproductive et la sphère productive, il y a des rôles sociaux différenciés, ce qu'on a vu, et il y a des conséquences possibles, et notamment la division sexuelle du travail. Et notamment, c'est que les métiers du care, les femmes investissent de façon majoritaire les métiers du care. Les métiers du care, c'est quoi? C'est tourné vers les enfants, vers les personnes en situation de handicap, vers les personnes âgées, etc. Il y a aussi tous les métiers d'assistante de direction, assistante, je sais pas quoi, enfin bref, en tout cas, qui sont au service des autres. Il y a aussi comme conséquence possible la double journée des femmes, puisque quand les femmes ont investi la sphère productive, alors s'entendant, on s'entend, j'ai jamais dit, je ne dis pas et je ne dirai jamais que les femmes n'ont jamais travaillé, pas du tout. Mais je parle de travail rémunéré, visible, etc. Lorsque les femmes ont investi la sphère productive, ben les hommes, eux, n'ont pas investi la sphère reproductive. Je fais une autre précision. Quand je parle des hommes et des femmes, je parle des groupes sociaux. Je ne parle pas de vous, chacun, chacune individuellement. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ces groupes sociaux, c'est pas grave. C'est des groupes sociaux. On parle de sociologie, quoi. Voilà. On ne parle pas des expériences de chacun et de chacune. Donc voilà. L'immense majorité du travail domestique reste réalisé pour les femmes. Est-ce que vous avez une idée de la proportion du travail domestique? Combien de fois, bon, je vous dis, les femmes en font plus que les hommes, mais à peu près combien, quel niveau? Par semaine? 70-30. Alors c'est deux fois et demi de plus, effectivement, donc ça fait à peu près ça. Et puis surtout, on voit qu'en 25 ans, il y a eu une réduction de cette proportion. C'est pas mal. On se dit, pas dans le bon sens. Le problème, c'est que cette réduction, elle tient à quoi? Au fait que les femmes en font moins, pas au fait que les hommes en font plus. En 25 ans, du coup, est-ce que vous avez une petite idée du temps passé en plus par semaine par les hommes non, par jour, pardon. J'étais très méchante. Par jour, combien de temps les hommes passent en moyenne de plus il y a 25 ans à faire des tâches domestiques? Ah, bien, 8 minutes en fait, en 25 ans. Belle promesse. Voilà. Et en moyenne aussi, quand ils font plus de tâches domestiques, alors quand on parle des tâches domestiques, on ne parle pas des tâches ménagères, mais domestiques, c'est ménagères et parentales. Et il se trouve que, après, ils vont s'investir davantage dans les tâches les plus valorisées socialement, genre emmener les enfants à l'école, on a l'air d'être un super papa, c'est génial, formidable. Et voilà, et on va les emmener faire leurs loisirs et tout, on va pas faire la lessive, la vaisselle, ça c'est moins cool, c'est moins valorisant. Pareil, on va faire la cuisine quand on reçoit des gens, quand on fait un bon repas avec plein de gens, ça on fait la cuisine parce que c'est hyper valorisant. Par contre, faire la bouffe tous les soirs en speed, là, moins. À nouveau, c'est pas chacune d'entre vous, hein, mais c'est quelque chose de global. Donc voilà, des fois, quand on parle de tout ça, on parle de la naturalisation des rôles sociaux. C'est pareil, c'est Françoise Héritier qui posait ça, qui disait qu'on a tellement l'habitude de cette division
des sphères productives et reproductives, de la situation, enfin les femmes dans la sphère reproductive, les hommes dans la sphère productive. En fait, elle appelle la naturalisation des rôles sociaux, le fait que on a l'impression que oui, c'est normal, c'est naturel, c'est intégré quelque part. Voilà. Et le genre sert aussi à mettre en lumière des rapports de pouvoir. En fait, du coup, il y a un enchaînement. D'abord, il y a une focalisation sur un caractère arbitraire. Par exemple, ici, le sexe. Donc, on va considérer que dans la masse des humains, il y a des femmes et il y a des hommes. Voilà. Ça marche aussi pour le racisme, pour plein d'autres oppressions systémiques. Donc ici, on prend en considération le sexe féminin. Du coup, les femmes, elles sont plus seulement des personnes, elles sont surtout, avant tout, des femmes. Et elles partagent des critères communs, comme aimer les enfants, être douce, être docile, jolie, etc. À partir de là, on n'est plus seulement face à des femmes, mais face à la femme. La femme est douce, elle aime les enfants, elle est jolie, elle prend soin d'elle. Et donc on en arrive à la différenciation. Non seulement les femmes sont toutes pareilles, mais en plus elles sont très différentes des hommes, parce que les hommes, eux, ils sont pas doux, ils n'aiment pas les enfants, etc., ils sont plutôt carriéristes, ils vont être forts, etc. Donc on fait vraiment une différenciation. On focalise vraiment sur cette différenciation. On renforce un contraste entre des groupes qui sont à la base pas très différents, mais vraiment on renforce ça. Typiquement le jeu des 7 différences, vous voyez, c'est deux images qui sont quasiment pareilles et on doit chercher les 7 différences entre les deux images. Du coup vraiment on va essayer de se focaliser sur les moindres petits détails qui sont différents. Et finalement ce qu'on en retient c'est qu'il y avait quand même 7 différences hyper importantes. Ces deux dessins ne sont pas du tout pareils, alors qu'en fait ils sont presque pareils. Donc voilà. Et ensuite, avec ça, il y a l'essentialisation. C'est vraiment toutes les femmes sont comme ça, c'est naturel. Et tous les hommes sont comme ça aussi. Hein. Enfin, c'est aussi naturel pour eux d'être comme ci, comme ça, et pour les femmes d'être autrement. Par exemple, c'est normal pour les femmes d'être à l'écoute. Les hommes, eux, c'est des leaders naturels. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis ensuite, il y a hiérarchisation ou péjoration. Et c'est pas seulement que les hommes et les femmes sont super différents, c'est qu'en plus les femmes c'est un petit peu nul quand même. Donc c'est le sexisme clairement, soit c'est assez franc, c'est du sexisme assez clair. Les femmes elles savent pas se défendre, elles sont moins bonnes en maths, enfin bon, plein de choses comme ça. Soit c'est un petit peu plus subtil, elles sont meilleures cuisinières. Du coup c'est cool celles qui vont faire la bouffe tout le temps, enfin voilà, puisqu'elles sont meilleures cuisinières. Elles sont pas super, au contraire, elles sont très organisées. Du coup, c'est bien, on va leur donner des tâches où il y a besoin d'organiser pour les autres. Elles sont très sensibles. C'est vraiment les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes. Du coup, c'est une façon en fait de dire qu'elles sont soumises à leurs émotions. Du coup, vaut mieux qu'elles prennent des décisions très importantes parce qu'elles sont soumises à leurs émotions. Donc en fait, en disant un truc qui a l'air positif, oui, les femmes sont très sensibles, elles sont plus sensibles que nous, vraiment, elles sont plus à l'écoute de leurs sentiments. En fait, c'est une façon de dire, on ne va pas leur filer des responsabilités, il ne faut pas exagérer. Et donc là, on a un constat où on a des femmes qui sont toutes pareilles. Non seulement elles sont toutes pareilles, mais elles sont super différentes des hommes, et en plus elles sont un petit peu moins bien que les hommes. Et ça amène à la dernière étape, qui est la justification du système social dans lequel on vit. En même temps, c'est logique, quoi. Enfin, les femmes, elles sont toutes intéressées par les enfants. Donc c'est normal qu'elles privilégient leur vie de famille. Logique. Les hommes, eux, ils privilégient leur carrière. Logique aussi. Du coup, forcément, les femmes sont moins compétentes. Hein, elles ont moins d'expérience. Du coup, c'est un peu normal qu'elles soient moins représentées dans les sphères de décision. Et puis qu'elles soient moins payées. Normal, non? Bon, voilà, moi, je ne trouve pas que ce soit tout à fait normal. Et donc, le concept de genre permet de visibiliser tout ça, toute cette mécanique en fait. Ça permet de visualiser les rapports de pouvoir qui existent. Et ça, c'est John Scott qui l'a formalisé en tout cas. Donc, elle disait que les rapports entre les hommes et les femmes peuvent être vus comme des rapports de pouvoir et de domination qui du coup peuvent être déconstruits. À partir du moment où on a vu ça, on peut le déconstruire. Donc voilà.
Il y a un autre concept, là on parle de rapport de pouvoir entre le groupe social des hommes et le groupe social des femmes. Mais il y a d'autres rapports de pouvoir qui existent dans le monde dans lequel on vit, et de nombreux autres rapports de pouvoir, et notamment la couleur de peau, la classe sociale, la sexualité, l'âge, la situation de handicap, etc. Enfin, il y a plein d'autres rapports de pouvoir qui existent. Bell Hooks, dès 81, elle expliquait, donc c'est une femme africaine-américaine, et elle disait lorsqu'on parle des personnes noires, l'attention est portée sur les hommes noirs. Et lorsqu'on parle des femmes, l'attention est portée sur les femmes blanches. Donc son livre, c'est « Ne suis-je pas une femme ?» Et en fait, comme elle, les femmes africaines-américaines étaient assez invisibilisées. Et à droite, c'est Kimberly Crenshaw, qui est une juriste, professeure de droit, qui a défendu le cas d'une personne, une femme noire, qui avait postulé dans une entreprise américaine et qui n'avait pas obtenu le poste qu'elle souhaitait avoir et qui estimait être victime d'une discrimination. Du coup, il y a eu un procès qui a été fait, etc. C'est remonté assez loin au niveau de la Cour suprême. Et en fait, la Cour suprême a analysé, d'une part, est-ce que cette entreprise discrimine les femmes? Ben non, il y a plein de femmes qui sont employées par cette entreprise. Il se trouve que c'était toutes des blanches. Et deuxième question, est-ce que cette entreprise discrimine les noirs? Ben non, il y a plein de personnes noires dans cette entreprise. Il se trouve que c'était tous des hommes noirs, à la manutention, au secrétariat. Et il n'y avait aucune femme noire. Et du coup, Kimberly Crenshaw a inventé ce terme d'intersectionnalité pour montrer que les femmes noires sont à l'intersection de différents systèmes d'oppression et ne sont pas discriminées d'abord comme des personnes noires et ensuite comme des femmes, ou l'inverse, mais en tant que femmes et noires, vraiment à l'intersection des deux discriminations. Et c'est le cas pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de pauvreté, dans certains cas pour au niveau des différences de caste, etc. Enfin, c'est vraiment un concept qui est hyper important. Voilà. Et ensuite, le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est les minorités d'orientation sexuelle et de genre. Parce que souvent, notamment en France, on essaie de mettre un peu sous le tapis cette question-là. On parle de genre comme on parlerait d'égalité entre les femmes et les hommes. Sauf en fait, c'est plus large que ça. Et donc, donc les minorités d'orientation sexuelle et de genre, c'est toutes celles et tous ceux qui n'entrent pas dans l'hétéronormativité. Attention les gros mots, je vous sors la définition. L'hétéronormativité, c'est le système asymétrique et binaire de genre qui tolère deux et seulement deux sexes, où le genre concorde parfaitement au sexe, le genre masculin, sexe mâle, au genre féminin, le sexe femelle, et où l'hétérosexualité reproductive, si possible, est obligatoire, ou en tout cas désirable et convenable. Donc voilà, c'est toutes les personnes qui n'entrent pas dans cette définition, qui est quand même assez restrictive finalement, sont considérées comme des minorités d'orientation sexuelle et de genre. Et donc, on parle d'orientation sexuelle. Donc là, j'en ai cité que quelques-unes, il y en a d'autres, mais bon, voilà, c'est pas un cours là-dessus, enfin, c'est pas une intervention là-dessus. Homosexualité, bisexualité, asexualité. Et puis les identités de genre, vous avez entendu parler, je pense, tous et toutes, de la transidentité. Il n'y a pas longtemps, on en discutait tout à l'heure, il y a une femme trans qui a été agressée à la place de la République à Paris. Donc, et c'est vraiment quelque chose d'assez systémique, vraiment. À savoir que dans certaines sociétés traditionnelles, il y avait d'autres genres qui étaient considérés. Par exemple, les sociétés natives américaines, certaines sociétés natives américaines reconnaissent jusqu'à 5 genres. Et quand je parle de genre, c'est parce qu'il y avait vraiment des rôles sociaux associés à ces différents genres. Bon, évidemment, tout ceci a été éradiqué avec l'arrivée des colons européens, qui ont non seulement exterminé les populations, mais aussi leur culture. Et puis il y a les personnes intersexuées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que c'est que l'intersexuation? Ok, oui. Non. Oui. J'avais regardé un reportage qui parlait d'un portrait de quelqu'un qui était intersexué. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort si vous J'avais regardé un portrait
Ouais. Sur Combini, je crois, de quelqu'un qui était intersexe. Et du coup, il avait les deux, enfin pas exactement les deux sexes, je crois qu'il avait les testicules d'un homme et les vagins d'une femme. Enfin, et en gros, c'était un peu un mélange des deux. Alors globalement, l'intersexuation, je vous donne la définition du collectif intersexe et allié. Là, je pense que voilà. C'est des personnes qui naissent avec des caractères sexuels génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins. Donc globalement, soit à la naissance, un bébé qui naît avec des organes génitaux, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, si c'est un pénis, si c'est une vulve avec un vagin, on ne sait pas, voilà. Ou alors, ça a l'air clair au départ, mais en fait, donc je parlais de caractère gonadique, les gonades, c'est les testicules et les ovaires, qui peuvent être pas du genre, enfin pas du sexe qu'on avait identifié de prime abord. Ça peut être aussi les personnes qui sont uniquement X ou XXY. Tout ça, c'est de l'intersexuation. Est-ce que vous avez une idée de la proportion des personnes intersexes en France? C'est 1,7% de la population, c'est-à-dire autant que de personnes rousses. Il y a autant de personnes intersexuées que de personnes rousses. Voilà. Et donc ça, c'est la fin de ma partie sur le genre concept sociologique. Est-ce que vous avez des questions? Des compréhensions? Jean-Toi qu'il faut que je me speed, c'est ça? Ouais. Pardon. Je vais passer vite. Est-ce qu'il y avait des questions de compréhension ou est-ce que j'avance? Ouais. Vous avez parlé beaucoup des stéréotypes sur les femmes, ouais. Le genre féminin, mais pas du tout sur les stéréotypes. Il y a aussi plein de stéréotypes sur les hommes, oui, clairement. Pour un bon équilibre, peut-être. Alors, il y a plein de stéréotypes sur les hommes. La seule différence, pas la seule différence, mais une des différences entre les stéréotypes sur les femmes et les stéréotypes sur les hommes, c'est que une femme qui rentre dans les stéréotypes sur les femmes, elle va quand même être dénigrée pour ça. Alors qu'un homme qui rentre dans les stéréotypes liés à la masculinité, il va être dans ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Et du coup, il gagne, entre guillemets. Il est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Je caricature un peu, mais c'est celui qui va avoir le pouvoir politique, financier, etc., etc. À nouveau, je ne parle pas des personnes individuelles, hein, mais des groupes sociaux. Mais oui, il y a des stéréotypes qui existent sur les hommes, bien sûr. Je me demandais s'il y avait des études récentes par rapport à votre schéma sur le côté reproductif et productif, au moins dans l'Occident, ouais. Des tendances d'évolution. Parce que, alors même si on n'a pas à se référer à tout à chacun, on peut quand même voir des tendances, en tout cas encore une fois dans le monde occidental. Et je voulais savoir si ça se vérifie en termes de stats ou d'études, etc. Alors clairement, les femmes ont investi la sphère productive massivement dans les sociétés occidentales. J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais enfin, vraiment très très massivement, même s'il y a un peu moins que les hommes, mais c'est très massif. Mais on garde encore cette différenciation parce que les métiers dans lesquels les femmes s'inscrivent massivement, en gros il y a 82 familles de métiers, on considère en France qu'il y a 82 familles de métiers, et 50% des femmes s'inscrivent dans 8 familles de métiers. Donc en fait c'est très réduit, et c'est des métiers qui sont tournés autour du care, ce que je disais tout à l'heure, autour donc du soin aux personnes, de l'enseignement, qui sont des choses dont on considère que c'est une... c'est une continuité de leur prédisposition naturelle à s'occuper de leur famille, etc. Et d'ailleurs, il se trouve que ces 8 familles de métiers sont globalement des familles de métiers très moins bien payées que les autres. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est naturel, puisque en tant que femme, vous savez, vous avez ça dans vos gènes, vous savez vous occuper des enfants, vous savez vous occuper des gens. Du coup, si vous travaillez dans les questions, enfin dans les métiers du care, c'est pas vraiment des compétences. C'est pas des compétences acquises. C'est un truc que vous avez en vous. On a besoin vraiment de vous payer pour ça. Enfin, et du coup, sur l'autre courbe, est-ce qu'on voit quelque chose au niveau des courbes L'inversion, ouais. Très peu. 25 minutes, 8 minutes par jour en 25 minutes. C'est une moyenne. Est-ce qu'on arrive à avoir des évolutions selon les classes d'âge? Un rééquilibrage sur les classes d'âge? Alors, en fait, on croyait ça. Et en fait, il y a des études qui sont sorties l'année dernière, je crois. Et en fait, c'est plutôt à l'heure actuelle les 30-45 ans qui sont un peu plus égalitaires. Mais par contre,
les plus jeunes sont extrêmement inégalitaires. Et dès qu'il y a des enfants, bah, ça augmente les inégalités. Mais vraiment, de façon énorme. Des enfants en bas âge, ah ben, qui s'arrêtent, c'est la femme d'abord. Et après, ça peut être un choix économique rationnel. Hein. C'est pas une, on va pas, je vais pas aller râler contre les femmes qui souhaitent s'arrêter. C'est pas du tout l'enjeu. Hein. Enfin, des fois, c'est un choix économique rationnel. Des fois, c'est aussi parce que, bah oui, mais on a été conditionnés à avoir envie de s'occuper de nos enfants, et etc. Enfin, ça fait partie de ce truc. Vas-y, allez-y. C'est toujours un petit peu caricatural, mais c'est vrai, mais aujourd'hui, un homme qui va postuler pour aller dans une crèche, il n'aura pas accès à la crèche parce que c'est un homme, donc c'est dans les deux sens. Donc, forcément, il n'y a que des femmes. Alors en fait, c'est pas systématique, contrairement à ce que... en fait, c'est pas tout à fait vrai. Les métiers qui sont massivement féminisés, lorsqu'il y a des hommes qui s'investissent dedans, oui, il y a des résistances. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, lorsque c'est le cas, et ben en fait, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'escalator de verre. Et on le voit dans l'éducation nationale. L'escalator de verre dans l'éducation nationale, c'est qu'en moyenne, si on compare des instituts, leur année d'arrivée dans le professorat et leur progression de carrière, la progression de carrière des hommes se fait plus vite. Et on leur propose, et ils aussi réclament, ils postulent de façon plus rapide à des postes de direction, par exemple. Et donc, il y a aussi même dans les métiers massivement féminins, eh bien, il y a une concentration des hommes sur les postes les plus hauts. Mais par contre, oui, on est bien, excusez-moi, juste bien, on est bien d'accord qu'il y a une suspicion de pédophilie sur un homme qui cherche à travailler en crèche, de la part de tout le monde, et des professionnels, et des parents. J'ai une amie qui est directrice de crèche, et vraiment, elle a recruté un homme, et il y a eu vraiment une espèce de levée de bouclier de comment un homme va s'occuper de nos enfants et leur changer leur couche. Ça va pas être possible, en fait. Enfin, c'est un peu dangereux, c'est un peu compliqué. Voilà, ça existe aussi. Mais pour autant, les conséquences ne sont quand même pas du même niveau. Je reviens sur les histoires de tendance. S'il y a eu des études, si on compare avec les pays nordiques, où il y a un système de société, parce qu'en France, de fait, il y a un congé mater. Un congé mater. Le congé mater, c'est bonjour. Donc, en Allemagne, je crois que c'est différent. Dans les pays nordiques, c'est différent aussi. Je crois qu'il y a un nombre de mois à se partager entre les hommes et les femmes. C'est pas très sûr, mais je crois qu'il y a un système comme ça qui existe. Et du coup, dans ces sociétés où c'est offert, ce système est offert, est-ce que c'est plutôt les femmes qui continuent, ou est-ce que finalement c'est plus rééquilibré? Alors, là, de fait, je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres précis. Par contre, de ce que je me souviens, il y a clairement, c'est plus égalitaire qu'en France, mais ça n'est pas égalitaire. C'est moins différent. Voilà. Mais je pourrais chercher. Si je peux me permettre, il y a un aspect qui est intéressant aussi quand le congé doit être partagé entre les deux parents. En fait, la femme prend beaucoup plus et du coup, c'est pas très égalitaire. Et donc, c'est mieux réparti quand c'est obligatoire que le mari prenne autant ou une grosse partie comme la femme. J'allais justement rebondir sur ça. En Danemark, ils ont fait une étude où je crois qu'ils peuvent pendant 2 ans prendre un congé partagé. Et en fait, du moment où ils avaient donné le droit au choix libre, en fait, ça a énormément augmenté les différences. C'est que les femmes, je crois qu'ils prennent 90% du temps. Elles prennent 80% du temps. C'est énorme. En France, le congé parental, donc je ne parle pas du congé maternité-paternité, mais le congé parental, donc jusqu'aux 3 ans de l'enfant, peut être pris. Donc maintenant, c'est 2 ans et demi par un parent et 6 mois par un autre. Avant, c'était 3 ans par un parent, quel qu'il soit. Et c'était extrêmement massivement pris par les femmes, à 98%. Et mon cousin a pris un congé parental et clairement, les yeux étaient complètement incrédules. Il se trouve que c'était un choix économique rationnel puisque sa femme et lui gagnaient à peu près le même montant et que lui ne se sentait pas du tout bien dans son travail alors qu'elle, elle adorait son boulot. Du coup, ben voilà, le choix a été vite fait. Et en fait, il y a des études qui montrent que lorsque le congé parental est pris par la femme, elle prend à sa charge toutes les tâches domestiques et parentales. Vraiment toutes les tâches domestiques, notamment les tâches domestiques.
Alors qu'un congé parental, je ne sais pas si vous êtes occupé d'enfants de moins de 3 ans au jour le jour, enfin, c'est pas les vacances, quoi. Et quand c'est les hommes qui prennent le congé parental, et ben en fait, les femmes compensent et prennent à leur charge plus de la moitié des tâches ménagères. Parce que, ben quand même, déjà ils s'occupent des enfants. Donc en fait, eh ben, on partage pas forcément de façon égalitaire, mais par contre c'est un partage plus égalitaire que dans les couples hétérosexuels où la femme garde les enfants, ou même où les deux parents travaillent. Mais il y a quand même, c'est pas symétrique. Est-ce que ça vous va si, je sais pas, enfin, voilà, si je vous parle très rapidement de la perspective de genre globalement, bah, c'est de vous dire que la perspective de genre, c'est... Donc on parle aussi de chausser les lunettes de genre. C'est une grille de lecture de la société qui permet de voir justement ces constructions sociales et d'analyser les réalités sociales différenciées qui sont vécues par le groupe femme. Donc je parle à nouveau de groupes sociaux, hein, groupe femme et le groupe homme, mais aussi à l'intérieur du groupe femme, donc c'est toutes les questions d'intersectionnalité, et à l'intérieur du groupe homme. Mais parce qu'il y a aussi des questions d'oppression à l'intérieur du groupe homme. C'est pas de dire que tous les hommes sont tous favorisés à fond, et voilà. C'est pas du tout ça. Voilà, et donc, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette perspective de genre, ça permet de visualiser, donc de déconstruire toutes ces relations de domination dans la perspective d'une société plus égalitaire, plus inclusive, etc. Voilà, et en fait, au F3E, on parle d'approche genre, pas que genre d'ailleurs, mais les approches orientées changement, l'approche genre. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une vision de la méthodologie, puisqu'on est sur des questions méthodologiques. Donc là, je vous ai fait un truc sociologique, mais en fait, au travail, on est sur des questions méthodologiques. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire que notre approche doit être liée à... on doit réfléchir au sens et à la finalité de l'action. Donc là, en l'occurrence, ça va être une société plus égalitaire, un changement social vers moins d'inégalités, etc., vers une égalité de genre. On a aussi des activités, des savoir-faire concrets, et ça peut être élaborer une vision partagée avec le groupe de travail, renforcer les capacités des acteurs et des actrices, donc tout ce qui est au niveau de l'empowerment. Et puis il y a des modes de faire, des compétences et des postures. Et donc c'est comment nous, en tant qu'individus, on se forme à savoir accompagner, à savoir former, à savoir animer des séquences, faire émerger du pouvoir d'agir, et être aussi en réflexivité sur nos propres croyances. Parce que j'ai beau travailler sur les questions de genre, je vis dans la même société que vous, je vis dans la même société que tout un chacun, qui est une société sexiste et autre. Hein, bien sûr que j'ai intériorisé des choses, c'est évident. Et du coup, juste de regarder, de prendre conscience de ça, ça permet de déconstruire, donc d'être dans une attitude un peu de réflexivité. Voilà, et du coup, ça permet, cette perspective de genre, d'analyser l'action. Et donc, on s'intéresse aux différences, aux stéréotypes, aux inégalités qui sont vécues par les uns, les unes et les autres, qui concernent la répartition du travail, donc qui a quelle tâche, qui a accès à quelles ressources, qui a quelles contraintes, mais aussi au pouvoir de décision, parce que c'est pas tout d'avoir accès à des ressources, si en fait c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous si vous y avez accès ou pas. Donc c'est aussi le pouvoir de décision, que ce soit dans le ménage, dans la communauté globale, dans la société de façon générale, etc. Et puis aussi les vécus et les besoins de chaque groupe. Et donc ça permet d'analyser des actions pour savoir si elles sont nocives en termes de genre, si elles sont neutres, si elles sont sensibles ou transformatives. Et donc en fait, je sais que c'est pas tout à fait votre scope, mais j'ai pris l'hypothèse d'un projet d'alphabétisation pour faire un truc assez bateau, hein, enfin voilà. On a un projet d'alphabétisation. Notre constat, c'est qu'il y a 40% de garçons qui sont alphabétisés et 20% de filles. Et du coup, notre projet a réussi que la population, globalement, est davantage alphabétisée. Donc notre projet, ça a fonctionné. Sauf qu'en fait, à la fin du projet, il y a toujours 20% de filles qui sont alphabétisées, mais 60% de garçons. Donc globalement, en moyenne, ça augmente, ça marche, notre projet, il a bien marché. Sauf qu'en fait, les différences entre les genres ont été creusées. Donc en termes de genre, c'est une activité qui est nocive.
Une activité neutre en termes de genre, ça serait, en gros, on n'a pas aggravé les différences entre les garçons et les filles, mais on ne les a pas réduites non plus. Globalement, au départ, on avait 60-40, après, on avait 20-40, après, on a 24 et 48, quoi. La proportion est la même, mais par contre, c'est pas nocif en termes de genre, les inégalités n'ont pas été creusées, mais pour autant, ça n'a pas été réduit. Au contraire, une action sensible au genre, c'est de dire, voilà, on constate qu'il y a une inégalité entre les garçons et les filles, donc on va faire des actions spécifiques pour les filles pour compenser justement ces inégalités. Donc voilà, je sais pas, on va leur proposer des cours, on sait qu'elles ont des activités, les parents leur demandent de faire des choses à la maison dans la journée, on va leur proposer des cours du soir. Du coup, ça va les alphabétiser, mais par contre, ça ne remet pas en cause la construction sociale. Mais du coup, on compense quand même, donc ça progresse. Et puis, une action transformative en termes de genre, ça va être que l'égalité de genre, ou en tout cas tendre vers l'égalité de genre, c'est vraiment le cœur du projet, que c'est pas juste l'alphabétisation de la population de façon générale, mais c'est vraiment avec cette idée d'égalité de genre, et que le projet s'attaque aux causes structurelles de ces inégalités. Par exemple, je sais pas, on va sensibiliser, alors c'est des actions forcément de plus long terme, hein. On va sensibiliser la population pour éviter que les parents fassent le choix économique rationnel de retirer les enfants de l'école. Quand il y a un des enfants à retirer de l'école, que ce soit plutôt les filles, parce que on sait que son avenir, ça sera plutôt d'être marié, d'avoir de s'occuper des enfants, et que du coup, c'est pas super utile si elle sait lire. Ou alors, on va retirer les filles parce que, oui, mais il y a beaucoup de violence à l'école, alors du coup, elle risque d'être agressée, on la retire de l'école. Donc ça va être de travailler sur la question des violences à l'école. Donc ça oblige à avoir un champ large et de faire vraiment du changement social, quoi. Enfin, voilà. Voilà, et du coup, ça c'est une image qui passe beaucoup sur Internet, en général, juste comme ça. Là, c'est neutre. En fait, on a donné la même chose à chacun et chacune, donc c'est un traitement égal. Hein. On leur a donné une case chacun. C'est un traitement égal. Bon, par contre, lui, il voit toujours rien. Lui, c'est bien, il a pu, mais lui, il voit toujours rien. Sensible, c'est qu'on a donné plus à celui qui avait moins, donc on a compensé justement. Et transformatif, c'est plutôt, on a retiré la barrière, on a mis autre chose. Et du coup, chacune peut participer dans la situation dans laquelle il est. Ces questions sont beaucoup aussi utilisées au niveau du handicap. Quand on parle de l'accessibilité, etc. C'est pas moi qui suis en situation de handicap moteur et qui est un fauteuil roulant, et j'ai besoin de faire appel à je sais pas qui, de téléphoner à tel truc pour qu'on vienne me chercher et qu'on me fasse faire 3 fois le tour du bâtiment en passant par je sais pas quoi, pour accéder là où je voulais accéder. Mais que ce soit pour tout le monde là, pareil, pour que je puisse de base le faire. Voilà. Et du coup, c'est vraiment hyper important de ne pas confondre égalité de traitement et égalité dans l'accès. Ça, c'est l'égalité de traitement et ça, c'est l'égalité dans l'accès. Du coup, c'est vraiment très différent. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, j'ai pris plus de temps que je l'avais prévu. Est-ce que vous avez des questions? À la base, je m'étais dit, on fera un petit exercice et tout. Bon, on n'a pas le temps, je suis désolée, absolument navrée. Je suis aussi, je ne savais pas combien de personnes il y aurait, et du coup, c'était un peu difficile de faire un format un peu plus participatif et tout. En général, on essaie de faire ça au Web3E, mais là, c'était pas trop possible. Mais du coup, si vous avez des questions, et puis si vous voulez qu'on débatte sur des sujets, voilà, il reste 10 minutes, je crois. Je vous écoute. Est-ce qu'en termes dans une organisation, enfin dans une entreprise, etc., qu'est-ce que justement, c'est quoi si rapidement on peut dire les choses importantes à regarder ou à mettre en place pour que justement on soit dans une démarche transformative? Alors d'abord, c'est de faire un diagnostic. Vraiment, diagnostic dans l'organisation, ça va être de regarder au niveau des RH, au niveau de la politique, qu'est-ce qui se passe au retour du congé maternité. Est-ce que les congés parentaux pour les hommes sont valorisés ou pas? Est-ce que... il y a plein de choses en fait. C'est aussi
on parle d'égalité salariale, enfin, c'est un sujet assez fort. Vous savez qu'en France, à l'heure actuelle, il y a en moyenne une différence de 26% entre la rémunération des hommes et la rémunération des femmes. Ça tient à 4 critères, qui est le temps partiel imposé ou, même s'il n'est pas imposé, qui est plus facilement pris par les femmes. Et du coup, ça peut se modifier. Par exemple, il y a plein de femmes qui prennent leur mercredi pour s'occuper de leurs enfants. Et du coup, qui passent à 80%, et donc ont 80% de leur salaire. Des fois, on peut organiser d'autres façons de faire, par exemple, de répartir différemment le temps de travail sur les 4 autres jours. Ce qui fait des journées qui sont différentes, mais ce qui permet de maintenir un temps plein et un salaire plein. C'est pas forcément ce qui marche pour tout le monde, ça dépend vraiment des situations, etc. En tout cas, c'est des pistes qui peuvent être explorées. Merci. Ça tient aussi à la division, les métiers qui sont très différents, et les métiers qui sont massivement investis par les femmes sont moins payés que les métiers massivement investis par les hommes. Et du coup, il y avait eu, il y a quelques années, un rapport du défenseur des droits qui disait qu'il fallait arrêter de parler à travail égal, salaire égal, mais à travers de valeur égale, salaire égal. Parce que, en fait, souvent on a tendance à considérer dans nos organisations que les chargés de mission, c'est sur eux que repose toute l'essence de notre métier. Et par contre, les fonctions transverses, c'est un peu, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, à un niveau hiérarchique équivalent, les fonctions transverses sont moins bien payées que les fonctions productives, entre guillemets, du contenu. Il y a l'autre élément, c'est le plafond de verre, forcément. Du coup, comme on n'arrive pas, les femmes n'arrivent pas à accéder, en tout cas pas massivement, aux postes à haute responsabilité, la moyenne, du coup, elle est plus. Et il y a 9%, c'est juste de la discrimination pure, qui est très souvent inconsciente. Et qui est le fait de managers, hommes comme femmes. C'est pas les méchants mecs, vous ne payez que bien les mecs. Enfin, c'est pas du tout ça, c'est vraiment les femmes aussi. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'objectiver, d'avoir des grilles assez claires de promotion, de je sais pas quoi. Et aussi, il faut regarder les promotions sont-elles sur les X années précédentes, est-ce qu'elles ont touché de la même façon les hommes et les femmes, est-ce qu'elles ont dans les mêmes proportions. Du coup, il y a des vrais bilans qui peuvent être faits, qui sont pas forcément, qui peuvent être un peu longs, quoi. Enfin, il faut regarder un peu dans le détail, etc. Mais oui, il y a plein de choses à faire, notamment sur ces questions RH. Et souvent, les organisations sont assez frileuses sur le sujet. Non, mais chez nous, on va bien regarder. On a la moitié de femmes dans le CODIR. D'accord. Formidable, super, c'est déjà pas mal. Hein. Mais par contre, la répartition de temps de parole, elle est comment? Quand quelqu'un dit quelque chose, est-ce que systématiquement on écoute plus la parole de certains, de certaines? Ça, c'est aussi des trucs qui sont plus fins et qui peuvent être importants pour faire un premier bilan. Et après, en fonction de ce qu'on identifie dans la structure-là, il y a des plans d'action à mettre en œuvre. Mais par exemple, ce que vous dites là, en fait, c'est hyper subjectif. Est-ce qu'on dit que c'est parce que c'est par rapport au genre? Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'on l'écoute moins? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est une personne qui est moins charismatique? Ou est-ce que c'est une personne qui a moins de choses à dire? Du coup, mais typiquement, le fait d'être charismatique, c'est quelque chose de très subjectif. Or, mais en fait, non. En fait, il y a plein d'études qui montrent que on est tous et toutes imprégnés on a des choses inconscientes, des biens inconscients, qui fait qu'on va trouver charismatique quelqu'un qui est homme, qui a une voix grave, le timbre de la voix joue beaucoup, un homme qui se fâche et qui pose les choses comme ça, voilà, ça va. Une femme qui fait la même chose, c'est pas toujours bien vu. Et en fait, c'est justement en se référant à des études qui montrent que c'est quelque chose de sociologique et que c'est pas juste soit individuellement. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu au F3E. J'ai une collègue qui me disait, mais en fait, révélation, il y a plein de choses que je faisais où j'avais l'impression que c'était juste moi, en fait, qui était comme ça. Et puis, en fait, à force de voir des études, que je parle de phénomènes sociaux, elle s'est rendue compte que c'était pas
elle en tant que personne, c'était vraiment elle en tant que personne relevant d'un groupe social qui blablabla. Et du coup, ça c'était aussi intéressant. Je sais pas si vous connaissez les bingos. Il y a des fois le bingo du sexisme, le bingo, je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, ça, c'est des outils qui peuvent être intéressants parce que les bingos, ils sont pas faits par hasard. C'est en fait, ça permet de visibiliser ce qui est quelque chose de social. Et on a l'impression que c'est vachement individuel. Mais bien sûr, moi, je pense ça juste parce que je le pense, moi, à titre personnel. Ben non, en fait, pas tout à fait. J'ai quand même été conditionnée à penser ce genre de choses. Ouais, pousser à. Ça ne veut pas dire que la société fait tout et qu'on n'est rien individuellement, hein, bien sûr. Mais il y a quand même... on est les produits de la société dans laquelle on vit. Hein. Voilà. Après, j'ai pas de baguette magique. C'est dommage, mais on est pas. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on boucle la séance? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand on a cette approche femme-homme, de renforcer l'aspect binaire du genre? Je n'étais pas là au début de la présentation, mais est-ce qu'il y a des recommandations en termes de comment prendre en compte justement l'aspect non binaire du genre, tant de notion de l'aspect genre? Alors en fait, je pense qu'il faut poser un constat qui, à l'heure actuelle, la société considère des hommes et des femmes. À l'heure actuelle, la société ne considère pas vraiment les personnes non binaires. Ou les personnes, même ce qu'on évoquait tout à l'heure, les personnes trans, elles sont très invisibilisées. Par contre, je suis d'accord que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, de ne pas parler que d'hommes et de femmes. C'est vraiment important de permettre à chaque personne, en tant que personne juste, de pouvoir exprimer toutes ses potentialités. Ça, c'est des choses que j'ai entendues dans des personnes qui menaient des actions, des projets de développement au Sud et qui me disaient non mais moi je reste sur les questions femmes et hommes parce que vraiment ça devient trop compliqué et en fait ça fait une levée de bouclier, alors je préfère sacrifier quelques pourcents de la population et puis faire avancer le reste. Ouais, mais si on sacrifie ces quelques pourcents de la population qui sont déjà discriminés parmi les discriminés, en fait qu'est-ce qu'on porte socialement quoi. Du coup, à mon avis, oui, il y a une vraie attention à avoir et c'est pour ça que je parlais de société, d'enlever les barrières structurelles, systémiques, mais ça se fait pas, c'est pas facile à faire et surtout dans les temps de projet qu'on a, c'est pas facile à faire, c'est vraiment des changements longs, mais parce que c'est seulement ça qui permettra que un jour, j'espère de mon vivant, tous et toutes pourront réaliser pleinement leur potentialité, en fonction du genre qui leur a été assigné ou pas, et de la binarité de genre. May I speak in English? Yeah. Okay. Regarding these last topics that you mentioned, thanks to the intervention of my colleagues, the last colleagues. Actually, you all, I think, you are aware about the fact that we try to work in other countries because actually most of our activities are implemented in other countries, in third countries, let's say, between brackets, and we make an effort to understand how the gender power are in different type of contexts. And regarding exactly what you said, we started to analyze the gender roles, women and men, from another perspective, looking at the new masculinity in certain kind of societies, such as in, I'm in charge of the Middle East, so this is something that is very, very complex because probably we have to equip ourselves much more better to understand which are our starting points, other countries' starting points in terms of analyzing gender balance and gender roles, and at the same time probably start to use also the human rights lenses in order to really be able to find the right approach to our intervention in such kind of difficult context. This is something that probably is something on top of what we have discussed, but it's something that we face daily in other contexts, not in Europe. I mean. In Europe. Mais oui, je réponds en français, désolée. Oui, je pense que l'approche par les droits est super importante parce que justement, en fait, ça permet de ne pas laisser des gens de côté.
Le fait de regarder d'où partent les sociétés dans lesquelles on intervient, c'est super. Il y a aussi, faut pas imaginer que dans les sociétés dans lesquelles on intervient, il n'y a pas de personnes qui travaillent sur les questions de genre. En fait, il y en a. Et du coup, c'est bien de s'associer aux personnes qui travaillent sur les questions de genre, que ce soit des associations de droits des femmes, des associations de droits des trans, des associations de droits des personnes homosexuelles. Enfin, il y en a beaucoup quand même, et il y en a peut-être pas partout, mais en tout cas, des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, il y en a vraiment, y compris dans les pays d'intervention dans lesquels on s'imagine que c'est quand même pas gagné, quoi. Enfin, et voilà, et donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer, à faire alliance avec les personnes. And normally, sorry if I insist, and normally this kind of different type of roles are led by conflict, are led by different, I mean, from another component that we don't have here. Because it's generally military conflict, political conflict, that has a really, really big influence on the type of roles played by women and men in a society, in the economy of the context. So that's very, very complex. But anyway, thanks for really. Et c'est vrai que les contextes difficiles amplifient les inégalités de genre et polarisent en fait les rôles de genre. Et ça, c'est... Très bien, merci. Ah, oui.